Bonjour et bienvenue pour cette petite présentation sur l'hypnose. Ce que c'est l'hypnose, comment ça fonctionne et à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de fausses images qui sont véhiculées par l'hypnose. Ce que je vais vous proposer, c'est simplement de vous présenter maintenant, assez brièvement, comment fonctionne l'hypnose, ce que c'est et ce qu'elle permet. Alors d'abord, on a toujours cette image-là de voir un hypnotiseur, notamment dans le spectacle, mettre quelqu'un en état d'hypnose. Il faut savoir que l'état d'hypnose, il est généré par soi-même, il n'est pas généré par quelqu'un d'autre. Les hypnotiseurs de spectacle ont des trucs, ont des techniques qui jouent sur des mécanismes du cerveau et qui vont permettre à la personne qui est en face d'eux de descendre en état d'hypnose. Mais c'est la personne qui descend en état d'hypnose. Ça n'est pas l'hypnotiseur qui la met en état d'hypnose. Il la guide juste pour qu'elle y arrive. L'état d'hypnose est un état tellement naturel que vous le vivez tous les jours sans le savoir. Vous prenez votre voiture, vous commencez à rouler, les pensées partent ailleurs, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à un endroit, vous n'avez même pas vu ce qui s'était passé sur le chemin. Vous étiez dans un état d'hypnose. Vous êtes à la fois ailleurs et vous êtes présent. Vous allez au cinéma, vous vous plongez dans le film, vous êtes complètement absorbé par le film. Et ben ouais, ok, vous êtes parti, là vous avez vécu le film. Si jamais il s'était passé quelque chose à côté de vous, vous n'auriez rien senti, rien vu, rien entendu, parce que vous étiez capté par le film. Et l'état d'hypnose est un état dans lequel on reste conscient. Quand vous étiez au collège, quand vous allez écouter quelqu'un qui fait une conférence, ok, vous entendez la personne parler, mais vos pensées sont ailleurs. C'est un petit peu comme si on rentrait dans une bulle, comme si on rentrait dans un état où on est à la fois là et à la fois pas là. Et on reste présent, contrairement aux idées reçues, dans une séance d'hypnose, on reste en permanence présent. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un état dans lequel on garde le contrôle de tout ce qui se passe en permanence. Vous vous rendez compte que là, c'est un petit peu à l'opposé de l'image qu'on a de l'hypnose. Il arrive régulièrement, quand on fait des séances d'hypnose, que la personne qui est en état d'hypnose puisse bouger. Elle ajuste sa position sur le fauteuil, elle va bouger, elle va se gratter la tête, il va se passer des choses. La personne qui est en état d'hypnose reste consciente et elle reste libre de tout le contrôle de son corps. À quel niveau est-ce que ça va se passer alors quand on fait une séance d'hypnose? Eh bien, il y a à l'intérieur de nous deux personnalités. On va schématiser pour simplifier vraiment l'explication. Il y a deux personnalités. Il y a une personnalité qui est consciente, vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Et il y a une autre personnalité qu'on appelle la personnalité inconsciente qui, elle, va s'occuper de gérer tout ce qui est automatisme. Alors il y a tous les automatismes physiologiques, la respiration, les battements du cœur, tous les besoins physiologiques sont gérés par la partie inconsciente. Mais pas que. La partie inconsciente va gérer d'autres choses, des choses bien plus importantes. La partie inconsciente va gérer toutes nos émotions. La partie inconsciente va gérer tous nos comportements automatiques. Et on se dit souvent que la partie inconsciente ne doit pas représenter grand-chose dans notre comportement. Ça, c'est une idée qui est une idée fausse, c'est une idée reçue. Si vous vous penchez un petit peu sur la médecine, sur le fonctionnement du cerveau en psychologie, en psychiatrie, on a fait des études qui ont montré que notre partie inconsciente représente plus de 90% de nos comportements et de nos émotions. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez dans une situation, souvent, vous sentez qu'il y a une émotion qui se met à monter, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas comment la contrôler. Ou alors, quand vous rentrez dans une autre situation, vous sentez qu'il y a un mécanisme là, une réaction qui se met en œuvre et vous adoptez un comportement particulier que vous n'arrivez pas à changer. Par exemple, par rapport à la cigarette, des gens qui fument. Les gens qui fument, eh bien, ils ont envie d'arrêter de fumer, ils voudraient bien arrêter de fumer, ils savent que c'est mauvais pour leur santé, mais il y a quelque chose derrière qui les pousse à avoir ce comportement. C'est la partie inconsciente de l'être humain. Alors cette partie inconsciente,
elle est présente en permanence. Elle est là à côté de nous et elle veille, elle surveille tout ce qui se passe. Elle analyse tout ce qui se passe à sa manière. C'est important de bien le préciser, à sa manière. Et chaque fois qu'on vit un événement, chaque fois qu'on vit une émotion, chaque fois qu'on vit quelque chose d'important, cette partie inconsciente, elle prend une photographie de ce qui s'est passé, elle enregistre les sons, elle enregistre tout ce qui se passe, elle ouvre un tiroir dans notre cerveau, et elle vient mettre dans ce tiroir, elle vient mettre à la fois les émotions, les sons, les images, et elle en tire un apprentissage. Elle se dit, ben tiens, il s'est passé quelque chose, voilà la signification de cet événement, voilà comment il faudra que je réagisse prochainement dans un événement qui sera similaire. Et elle referme le tiroir. Vous pouvez imaginer que notre cerveau est rempli de millions de tiroirs dans lesquels il y a toutes ces émotions, tous ces apprentissages qu'on a vécus depuis qu'on est petit. Et souvent, quand on se trouve face à une situation, cette partie inconsciente se dit, ah, cette chose-là, je l'ai déjà vécue. Elle va chercher dans tous les tiroirs, elle arrive sur le bon tiroir, hop, elle ouvre le tiroir, elle ramène l'émotion ou elle ramène le comportement qui correspond à ce qui s'était passé à l'époque. Donc, vous voyez, la partie inconsciente a vraiment un impact au niveau de nos comportements, de nos émotions, qui est extrêmement important. Cette partie inconsciente, d'un point de vue technique, elle correspond à ce qu'on appelle le cerveau reptilien chez l'homme. Un cerveau qui est orienté sur la sécurité et sur le bien-être physiologique. Et cette partie inconsciente, ben elle est là et elle veille en permanence. Il se passe quelque chose, cette partie a peur pour notre sécurité, elle envoie une émotion pour nous obliger à agir dans un sens ou dans l'autre. Voilà. C'était pour vous présenter ce que c'est que l'inconscient, le conscient, vous présenter ce que c'était l'état d'hypnose. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur l'utilisation de l'hypnose. Il se trouve que quand on descend dans l'état d'hypnose, et je vous rappelle qu'on y descend par soi-même, la personne qui vous guide ne fait que vous guider pour rentrer en état d'hypnose, mais c'est vous qui descendez par vos propres moyens. Ce qui fait que ça se fait vraiment de manière respectueuse et écologique par rapport à la personne qui vit l'état d'hypnose. L'hypnose thérapeutique est vraiment une hypnose respectueuse. Quand vous descendez en état d'hypnose, à ce moment-là, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? La partie inconsciente, elle remonte vers la surface, et on peut établir un dialogue avec cette partie inconsciente. Et lorsqu'on établit le dialogue avec cette partie inconsciente, on peut aller lui permettre de changer les perceptions dans le passé. Perception par rapport à tel ou tel événement. Perception par rapport à telle ou telle chose, de manière à libérer les émotions qui étaient liées à cet événement. Imaginez que vous revoyez un événement que vous avez vécu il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais que vous le revoyez aujourd'hui, avec toute votre expérience, avec toute la richesse de vos apprentissages depuis 15 ans. Il est juste évident que cet événement n'aurait strictement plus du tout la même signification. Eh bien, en hypnose thérapeutique, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on va identifier une émotion qui est gênante, un comportement qui est gênant. En général, les comportements sont tous mus par des émotions. Il y a une émotion qui sert de moteur derrière. Et lorsqu'on a identifié l'émotion qui est derrière le comportement ou l'émotion qui est gênante, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va demander à la partie inconsciente de retourner dans le passé pour aller voir cet événement avec l'expérience d'aujourd'hui. Quand l'inconscient arrive dans le passé, avec votre expérience d'aujourd'hui, il se dit, ben, cet événement, il n'a plus du tout la même signification que ce que j'ai vécu à l'époque. Et quand il est dans le passé et qu'il vit ça, il prend conscience des choses d'une manière différente, et automatiquement, l'émotion disparaît. C'est simple quand on l'explique comme ça, et le processus en lui-même est simple. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, ça va être pour la personne qui vous guide, pour le thérapeute qui vous guide, de trouver les bonnes clés pour vous guider, pour vous permettre de vous sentir en toute sécurité, pour vous permettre de vous sentir accompagné à chaque étape du processus, et de le faire de manière inconsciente. Dans le modèle d'hypnose ericksonienne que j'utilise, on fait vraiment le travail à un niveau inconscient, c'est-à-dire que la partie consciente, elle est là en permanence, elle entend tout ce qu'on dit,
Mais dans le discours, il y a deux niveaux de discours. Il y a un discours qui va au niveau conscient et il y a un discours qui va au niveau inconscient. Il y a des mots qui sont destinés à la partie consciente, il y a des mots qui sont destinés à la partie inconsciente. Et l'inconscient va entendre ces mots et l'inconscient va faire ce travail. Et il le fait très très bien. Quelque part, c'est logique, puisque les émotions, les réactions émotionnelles, les réactions physiologiques, les comportements, c'est l'inconscient qui les a mis en place. Donc il sait exactement ce qui a motivé ces comportements, il sait exactement comment faire pour les désamorcer, pour les déconnecter, pour les désactiver. Voilà le principe. On ne va pas rentrer dans plus de détails, mais voilà le principe de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose ericksonienne. Ensuite, le processus, je vous le disais, se fait au niveau inconscient. C'est-à-dire que même si vous êtes conscient pendant la séance, il se passe quand même des choses au niveau inconscient. Et c'est là que va résider tout l'art et la manière de faire. C'est de faire passer des messages inconscients à votre inconscient pour qu'il aille résoudre ce qu'il a à résoudre. Alors, en fonction des émotions, des phénomènes, eh ben, il faudra peut-être une ou plusieurs séances. En général, sur des émotions fortes, une seule séance est nécessaire. Sur certains comportements addictifs, il va falloir 1, 2, peut-être 3, il faudra peut-être 3 interventions. Ça dépendra vraiment du contenu de la séance. Sur des états où il y a vraiment des émotions fortes, ben, il faudra peut-être faire 1 passage, 2 passages, 3 passages, pour aller désamorcer émotion par émotion. Quand on travaille en état d'hypnose, quand on travaille sur le modèle que j'utilise, on va désamorcer les émotions les unes après les autres. Voilà, globalement, je vous ai présenté ce qu'était l'hypnose, et vous pourrez le découvrir au travers de séances, si ça vous dit de venir les expérimenter. Je vous remercie de votre attention, et vous dis à bientôt pour une prochaine séance.